Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine, sauf contre-ordre. On va s'intéresser aujourd'hui à 4 sujets très chauds que je vous propose de découvrir tout de suite en images. Le Figaro a publié ce matin une batterie de statistiques passionnantes sur les condamnations des djihadistes français. Condamnations qui sont de plus en plus sévères. Est-ce suffisant? Faut-il aller plus loin? Nous en reparlerons. Nous parlerons aussi de Marion Maréchal, qui ne se fait plus appeler Marion Maréchal Le Pen. Elle crée son école, mais les Français lui voient un avenir un peu plus politique, en tout cas si on en croit les derniers sondages. Faut-il qu'elle revienne dans la vie politique active? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis, autre sujet d'actualité, le Premier ministre, Édouard Philippe, a reçu ce matin des potrons minets, les syndicalistes de la SNCF, et c'était Noël au mois de mai, puisqu'il leur a annoncé que l'État reprenait 25 milliards de dettes en 2020, 25 milliards de dettes jusque-là portées par la SNCF et 10 milliards de plus en 2022 pour faire bon usage. Alors, est-ce que Édouard Philippe en fait assez et est-ce que ça va arrêter la grève? On en parlera et puis on parlera aussi du patron d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron, qui est en Russie depuis hier à Saint-Pétersbourg. Il s'est entretenu longuement avec Vladimir Poutine. Est-il à la hauteur? Est-ce que c'est vraiment utile ce genre de voyage? Sachant qu'on peut imaginer que le président russe n'a pas forcément envie de changer d'avis sur les dossiers de désaccord avec la France. Nous allons parler de ces 4 thèmes avec nos invités. Bonsoir Lucille Schmitt, ravi de vous retrouver. Vous êtes la coprésidente de la Fondation Verte Européenne. Votre dernier livre, c'est La France résiste-t-elle à l'écologie? Oui. Et vous avez aussi coordonné récemment un dossier passionnant sur les mondes de l'écologie. C'était dans la revue Esprit. Christophe Devoogd, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous enseignez à Sciences Po l'histoire des idées politiques et l'historiographie. Parmi vos derniers ouvrages, Où va la démocratie, publié en collaboration chez Plomb, et Réformer, quel discours pour convaincre? Ça a été publié à la Fondation pour l'innovation politique, dite en résumé Fondapol. Benjamin Grange est là aussi. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Vous êtes le président de Dentsu Consulting et le directeur général de Dentsu Aegis France. Et bonsoir Éric Decouty, le directeur délégué de Marianne. Marianne qui nous régale cette semaine d'un dossier sur l'héritage et tous les drames qu'il provoque en France. Et on ne parle pas seulement du regretté Johnny Hallyday. Non. On commence, si vous le voulez bien, avec ce premier thème, les djihadistes. Est-on suffisamment sévère avec eux? Le Figaro publie dans ses éditions de ce matin un dossier expliquant que la justice est déjà de plus en plus sévère avec les djihadistes. Ce dossier explique par exemple que la peine moyenne pour les djihadistes qui sont condamnés par contumace, c'est-à-dire qui sont toujours en Irak ou en Syrie principalement, est de 10,4 ans. La justice plus sévère. Écoutez le commentaire qu'en fait Paul Gonzalez, c'est la journaliste du Figaro qui est à l'origine de cet article. Depuis 2014, elle s'est durcie. Je crois que ce durcissement était inévitable parce qu'on est face à un contentieux de masse. Donc l'idée de décourager, elle est première. C'était aussi une réponse à la violence de ce terrorisme. Je crois que c'était aussi une réponse que l'opinion publique. Alors, autre information, 513 dossiers sont actuellement instruits par la section antiterroriste du parquet de Paris. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'affaires qui n'ont pas été jugées. Ce qui est intéressant, c'est que quand on demande aux Français si la justice est assez sévère, les Français ont plutôt tendance à répondre non. On a fait un petit questionnaire qui n'est pas un sondage, hein, puisque ça se passe sur Twitter, et c'est vous, chers internautes, qui vous prononcez. Selon vous, la justice doit-elle être plus sévère avec les djihadistes français? Hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. La réponse est oui, à 93%. Christophe Devoogd, il y a deux vérités ou 2 logiques différentes, la logique de la justice et la logique de l'opinion. Il y a aussi la logique, je dirais, de la rhétorique, parce que j'enseigne aussi la rhétorique politique. Et moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'il y a un peu des contradictions dans la présentation de l'action contre les djihadistes, puisqu'on dit à chaque fois, vous savez, on ne peut pas faire plus, on a tout fait, etc. Mais la preuve, justement, que vous avez évoquée, par le fait même que les condamnations sont plus lourdes, par le fait même surtout qu'on a... comme on dit, criminaliser ces questions au lieu de les passer simplement en correctionnel, encore que beaucoup passent encore en correctionnel, montre que justement, on peut faire plus puisqu'on a fait plus. Ça, c'est toujours, je crois, du point de vue de la logique, une chose très très importante. Alors la question, c'est évidemment, est-ce que c'est efficace? Alors, vous avez mentionné les peines. En moyenne, elles sont quand même, restent entre 7 et 9 ans, d'après l'article du Figaro.
Et évidemment, ça veut dire quand même, la question, c'est que va-t-il se passer au bout de ces, non pas 7 à 9 ans, puisqu'on sait qu'il ne sera pas 7 ans, ce sera 5 ans ou 4 ans. Et là, il y a toute la question, vous savez, la fameuse expression de la bombe à retardement qui reste entière, même si en effet la justice est plus sévère et s'il y a eu une décision des autorités de judiciariser tous les cas de gens qui rentrent. Oui, parce que dans 2 ans, Lucille Schmidt, les premiers condamnés pour terrorisme lié au djihad vont sortir de prison. Et toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut vivre avec ces gens comme si de rien n'était? Est-ce qu'il faut continuer à les surveiller? Les Israéliens, par exemple, la justice israélienne s'autorise la détention administrative de gens qui ont été condamnés, qui ont fait leur peine, si on considère qu'ils sont encore dangereux ou qu'il y a un risque. Donc vous me demandez mon avis là-dessus, Guillaume. Oui. En fait, la question que je me pose, c'est, il y a la question de la sanction judiciaire, et moi je pense que l'opinion publique traduit une forme de résilience par rapport au terrorisme et l'idée de la sanction, parce qu'on est dans une société assez résiliente par rapport à la menace terroriste, et en même temps elle souhaite des sanctions, donc ça je trouve ça normal. Après, ça reste un phénomène assez mystérieux, les motivations qui font qu'on passe à l'acte en ce qui concerne le djihad. Et au fond, je me demande s'il ne faudrait pas réfléchir, non seulement en termes judiciaires, mais aussi de manière plus générale sur articuler la question de l'information, de mieux connaître le djihad, suivre ces jeunes. Il y a aussi ces mécanismes de déradicalisation qui sont lancés. Comment est-ce qu'on fait par rapport, effectivement, comme vous le dites, à ces gens qui vont sortir? Est-ce que d'ici 2 ans, on aura progressé sur cette connaissance de ce qui fait qu'on devient djihadiste, qu'on passe à l'acte? Est-ce qu'on aura les moyens, effectivement, de les suivre, et pas seulement en les fichant S ou en les fichant S sortis de prison, parce qu'on voit bien que la question du fichage n'est pas quelque chose d'efficace. Donc il y a, au fond, des questions qui sont posées, qui dépassent l'institution judiciaire, qui sont des questions politiques, qui sont des questions de moyens de l'État, des services publics, des questions qui réclament sans doute un programme assez général mettant en œuvre à la fois le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et aussi quelque chose d'assez européen. C'est-à-dire que le phénomène djihadiste, par exemple en Belgique, ils ont calculé que c'est eux qui ont le plus grand nombre de jeunes partis faire le djihad par rapport à leur nombre d'habitants. Donc on a quelque chose à monter qui est totalement neuf. Et je pense qu'on ne peut pas se borner à dire qu'il faut les garder en prison le plus longtemps possible. Il faut en même temps mettre en place tous les mécanismes qui font qu'on pourra mieux prévenir et maîtriser une dérive djihadiste qui aujourd'hui concerne potentiellement énormément de jeunes dans les banlieues françaises, mais aussi les banlieues belges, l'Allemagne, qui concerne également ce qui se passe dans nos relations entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, et en tout cas qui dépasse strictement l'institution judiciaire. Éric Decouty. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, parce que le rapport, le document que vous avez publié, qui est passionnant en effet, mais c'est une photographie que d'une partie du spectre, c'est-à-dire c'est quand la justice saisit, c'est les condamnations. Et pourquoi est-ce qu'il y a une confusion dans l'opinion? C'est que, en fait, l'opinion, et on est tous saisis par les gens qui passent à l'acte, mais qui ne tombent pas sous le régime judiciaire, qui ne sont pas poursuivis, parce que c'est des gens, et c'est ce qui est dit dans le rapport, sont des gens qui ne sont pas connus de l'institution judiciaire avant de passer à l'acte. Et c'est là où toute la difficulté... Pour 60% d'entre eux, effectivement. Pour 60% d'entre eux. Et ça, c'est considérable. Donc là, on voit effectivement, vous le montrez très bien dans ce rapport, dans ce document, c'est que quand la justice est saisie, quand elle a des cas, elle est de plus en plus sévère, et c'est dans une logique, une cohérence, ça a été dit. Mais la difficulté aujourd'hui, ce qui nous choque tous, et ce qui choque l'opinion, c'est ce qui se passe avant la judiciarisation, avant que les actes soient commis. Les fichiers S, c'est ce que vous soulignez très juste, cette montée en puissance, cette radicalisation qui aujourd'hui ne échappe évidemment à la justice, elle n'est pas saisie, et ça c'est pas le problème de la justice, c'est d'abord un problème politique, sociologique, enfin en tous les cas il concerne l'ensemble de la société, mais qui n'est pas du ressort de la justice. La justice ne peut être saisie qu'à partir du moment, c'est le droit, où des faits sont commis. Et aujourd'hui, on voit ça, quand la justice est saisie, elle fonctionne, mais elle ne peut pas fonctionner sur ce qui n'est pas de son ressort, pas encore. Et toute la difficulté, elle est là aujourd'hui. Notre problème, et ce n'est pas que le problème de la France, et vous avez raison, moi je suis absolument d'accord avec vous, c'est un problème politique et européen, c'est comment on s'affronte, comment est-ce qu'on bat le djihad, le djihadisme, dans sa formation en quelque sorte, avant le passage à l'acte. Ce qui est intéressant, c'est que, vous le dites, et la justice en est convaincue elle aussi, elle est sévère, et encore une fois, l'opinion n'a peut-être pas ce sentiment. On a des commentaires là, de nos internautes sur les réseaux sociaux, sur le Figaro.fr et sur Twitter, et il y a Chantal qui nous dit « Pourquoi la justice française est-elle aussi clémente envers les djihadistes ?» André qui nous dit « S'ils sont incarcérés, ils doivent l'être avec un minimum de clémence, qu'ils soient traités comme les anciens bagnards de l'époque. » On se souvient d'ailleurs que, je crois que c'est Nicolas Dupont-Aignan qui est favorable
favorable à la réouverture d'une prison spéciale pour les djihadistes aux îles Kerguelen, si mes souvenirs sont bons. Benjamin Grange, vous partagez ce point de vue d'une sorte de différenciation très forte entre d'un côté le travail de la justice et de l'autre côté les attentes de l'opinion? En tout cas, les attentes de l'opinion, s'il fallait les résumer d'une seule phrase, c'est pas de pitié pour les djihadistes. Et quand on regarde et quand on essaye de séparer en différents corpus, qu'on soit sympathisant de droite, sympathisant de gauche, qu'on soit d'ailleurs de confession musulmane, eh bien le mot d'ordre reste le même. Il n'y a pas de prise en charge particulière à avoir, il n'y a pas de pitié à avoir vis-à-vis de ceux qui reviennent du djihad. Donc les messages sont extrêmement virulents et en plus avec une quantité de discussions et de messages très importante puisque en moyenne, on est entre 15 et 30 000 messages par semaine. Alors, il y a quand même à apporter deux nuances, c'est-à-dire que autant pour les hommes, l'opinion publique est très intransigeante et très virulente, autant c'est poser la question, et d'ailleurs il y a un certain nombre de conversations autour de ça, sur faut-il finalement faire une exception ou faire acte de clémence pour les femmes qui reviennent du djihad. Est-ce qu'elles sont des victimes ou est-ce que finalement elles sont tout autant complices de ces actes? Et là-dessus, la tendance est plus à considérer qu'il faut les mettre dans le même sac entre guillemets que les hommes. Dernier point, les enfants. Pour vous donner les chiffres, parce que ça va éclairer ce que vous dites. Dans cette étude sur les 238 personnes jugées en lien avec les filières syro-irakiennes depuis 2014, en fait, il y a eu 209 hommes, 19 femmes et 10 mineurs, ces mineurs dont vous allez justement nous parler. Voilà, et alors la vraie question sur laquelle les conversations s'opposent, et d'ailleurs les avis sont extrêmement tranchés, donc il y a vraiment un double débat, que faut-il faire des enfants? Est-ce que les enfants, il faut les considérer avec fatalisme comme étant perdus pour la France, et donc les traiter avec les hommes et les femmes, ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de les sauver et d'en tirer le meilleur? Sauf que, comment fait-on? Quel programme, quelle recette a-t-on pour être sûr qu'on peut éventuellement les remettre dans le droit chemin? Là-dessus, évidemment, pas de réponse, mais en tout cas, un vrai débat. Et c'est la seule chose, la seule thématique, celle des enfants, sur laquelle les Français sont aujourd'hui très, très partagés. Un commentaire de Louis qui nous dit « Il leur faut la loi martiale ». Où il faut les incarcérer jusqu'à la fin du conflit. Christophe De Vogue, il y a un point sur lequel le gouvernement a été relativement clair, en tout cas sur la doctrine, c'est que les djihadistes français ont vocation à revenir en France pour y être jugés, alors même que l'opinion, là aussi, ne comprend pas ça. Alors, pour les motivations, là, c'est tout à fait tristement passionnant, si j'ose dire, parce qu'elles sont diverses, elles sont variées. C'est des processus qui ont été étudiés autrefois aussi par Hannah Arendt, je pense. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup à la banalité du mal. D'ailleurs, il y a un documentaire qui va bientôt sortir qui s'appelle West Front sur la conversion et la radicalisation d'un jeune très connu. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est encore un petit peu dans le boisseau. Et cette question montre quand même une chose qui moi, me frappe. C'est-à-dire que ces jeunes djihadistes dont on a essayé d'expliquer par mille façons sociologiques, etc., finalement, ça ne correspond pas exactement au panel. Vous avez dit vous-même, 60% d'entre eux ne sont pas repérés par les services judiciaires, c'est-à-dire n'ont pas commis, alors que tous ceux qui sont passés à l'acte, curieusement, donnent une mauvaise idée, une fausse image, puisqu'ils sont, eux, pratiquement tous des repris de justice, je crois tous ceux qui sont passés à l'acte. Donc c'est assez complexe. On a vu que la déradicalisation, ce n'est pas vraiment ça non plus. Donc soyons prudents sur ces questions. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de politique du gouvernement, en plus il y a eu l'expression malheureuse d'accueil par... là aussi il y a une petite contradiction, puisque pour ceux qui ont commis des crimes sur place et qui sont saisis par les justices locales, la règle du droit international, elle est très claire. Ce sont ces pays qui doivent les juger. Si vous demandez, et ça c'est très curieux dans un certain discours, on demande à les rapatrier. Mais ça c'est typiquement une rhétorique néocoloniale. C'est-à-dire de considérer que ces gens sont extraterritoriaux. Vous savez comment on faisait à l'époque de la Chine en disant on ne peut pas être jugé sur place, il faut, dans nos colonies, dans nos concessions chinoises, ils ont un privilège d'extraterritorialité. La règle du droit international, c'est que vous êtes jugé sur le lieu de votre crime. La France ne doit qu'une chose, protection et assistance, c'est-à-dire une protection consulaire. Et là, donc, je trouve qu'il y a un discours qui est un peu contradictoire, là encore, c'est-à-dire de vouloir rapatrier des gens
aux dépens du droit international positif. C'est une position qui est tenue simplement par les avocats des défenseurs, parce que les peines qu'ils risquent sont, certes, sont très élevées, y compris la peine de mort d'ailleurs. Mais, encore une fois, demander leur rapatriement est très curieux dans une logique anticoloniale. Il y a quand même ça dépend des conventions que vous avez avec l'État où ils seront jugés, et ça dépend si on considère que l'État dans lequel ils sont un État de droit. Donc on ne peut pas dire en général que c'est néocolonial. Au contraire, ça peut être la preuve qu'on est une démocratie de demander à ce que son citoyen soit jugé sur le sol français. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la question des enfants et des femmes. Je crois que c'est le juge Trévidic, ancien juge terroriste extrêmement connu, qui a dit d'une manière assez forte que lorsqu'un enfant est mineur, il ne faut pas considérer que tous ces enfants sont parce que leurs parents étaient radicalisés ou ont été terroristes. Il n'y a pas de malédiction à devenir un terroriste parce qu'on a des parents terroristes. Et je trouve ça intéressant ce que vous dites sur le fait que les Français ont un débat, ils sont clivés là-dessus. Moi, je pense qu'il y a évidemment une responsabilité extrêmement forte de notre pays. Tous ces enfants français doivent être évidemment rapatriés en France et ils doivent être placés, parce que je crois que ça fait partie tout simplement du fait qu'on est une démocratie et un État de droit. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on voit bien par rapport à l'opinion publique et à la question juridique que la justice est construite selon des principes et des valeurs qui sont différents de l'émotion de l'opinion publique, du sentiment général. On l'a vu sur le procès du frère de Mohamed Merah. La justice a prononcé une peine qui n'a pas été jugée satisfaisante pour les victimes, mais lorsqu'on en parlait avec des juristes, lorsqu'on en parlait avec des avocats, ils disaient que la peine correspondait exactement à l'objet même de la peine. Donc, mais la justice, Lucie Schmid, elle est rendue au nom du peuple français. Est-ce qu'on peut comme ça durablement avoir ce fossé, encore une fois, entre les attentes du peuple, pour autant qu'on puisse les mesurer par les sondages, et la justice telle qu'elle est rendue? Je pense qu'on doit considérer qu'on structure le droit, et le droit, il est discuté, il est voté au Parlement. Il y a aussi la Constitution, il y a les principes généraux du droit, il y a les conventions internationales auxquelles la France adhère, et on ne peut pas refaire le droit à chaque émotion populaire, et notamment sur des problèmes extrêmement complexes comme ceux du terrorisme, sur lequel la question du lynchage, la question du bouc émissaire est quelque chose qui est toujours là. Je veux dire, ça fait partie tout simplement du fonctionnement social, et je ne suis pas en train de porter un jugement sur l'émotion, mais je pense qu'un État de droit, c'est aussi un système judiciaire qui fonctionne bien et qui parfois prend le risque de décevoir l'opinion publique. Je pense que c'est un élément très important. Encore une fois, on voit là, les peines qui sont de plus en plus lourdes, mais encore une fois, l'enjeu pour l'institution judiciaire, et ça Trévidic, puisque c'est la référence en la matière, l'enjeu aujourd'hui pour l'institution judiciaire et pour les services de renseignement, et donc pour les politiques, ce sont les gens qui ne sont pas dans le spectre judiciaire. Des gens qui reviennent, qui vont arriver sans être poursuivis, voire identifiés par la justice, par les services de renseignement, et tout l'enjeu de l'institution judiciaire, c'est de pouvoir, et policière, c'est de pouvoir identifier ces gens-là. Parce que ce sont ceux qui sont les plus dangereux. On ne les connaît pas, on ne les voit pas ou on les connaît mal, et ce sont ceux qui portent le plus grand danger. C'est pour ces gens-là, que l'institution judiciaire est le problème le plus compliqué. Un dernier mot là-dessus. Oui, ce qui est sûr, c'est, pour rebondir sur ce que vous disiez, face à la complexité finalement de ce sujet, et pour éviter qu'on soit dans l'émotion, soit dans le temps de la justice, il y a une vraie nécessité de pédagogie au niveau du gouvernement. Et là-dessus, on n'explique pas le pourquoi du comment, pourquoi ça marche comme ça, pourquoi on fait les choses. Et d'ailleurs, toutes les questions que l'on s'est posées là, faut-il les rapatrier? Pourquoi on les rapatrie? Que faire des enfants? Pourquoi la justice les traite comme ça? Ça mériterait une explication de texte pour éviter justement que se déchaîne une émotion populaire, là où je dirais probablement... simplement, si vous permettez, c'est... Après ça, en deux mots. La responsabilité du gouvernement, mais aussi, il y a une grande hypocrisie, pour ne pas dire une grande démagogie de la part de la classe politique, qui crée de la confusion, par exemple, on ne va pas parler là, mais des fichiers S, des fichiers ou la responsabilité des politiques, de tout bord confondus, ce sont eux qui créent de la confusion. On sait ce que ça représente, les fichiers S, et leur responsabilité est largement partagée. Merci Éric Ducouty. Le dernier mot restera aux internautes. Kamel qui nous dit pourquoi la justice devrait-elle être plus ou moins sévère selon que le terroriste soit un djihadiste ou pas. Et Raphaël qui nous dit prison et travaux forcés pour les terroristes comme aux États-Unis. Nous revenons à la politique française, encore qu'on s'en est pas forcément éloigné. On parle beaucoup de Marion Maréchal ces jours-ci. La petite fille de Jean-Marie Le Pen crée son école, une école de sciences politiques, ça va s'appeler l'ICEP. Christophe Devogue, Sciences Po n'a qu'à bien se tenir. Ça se passe à Lyon. Redoute la concurrence. Mais les Français voient peut-être un autre destin à Marion Maréchal que simplement d'animer une école. Dans un sondage BVA pour nos confrères de la Tribune et de RTL,
Elle arrive 3e, et c'est une progression très forte, dans la cote d'avenir, c'est-à-dire dans les personnalités à qui les Français voient l'avenir le plus important. Derrière Nicolas Hulot et derrière Xavier Bertrand, est très loin devant sa tante, puisque quand on demande aux gens, souhaitez-vous que cette personnalité ait davantage d'influence dans la vie politique française, eh bien, elle arrive à 32% contre 23% pour Marine Le Pen. Alors, le paradoxe, c'est que c'est au moment où Marion Maréchal Le Pen affirme qu'elle commence une autre vie, qu'elle est la plus demandée, entre guillemets. Regardez comment elle répond à cette question. Elle était interviewée hier par Télé Lyon Métropole. Alors elle dit « Je quitte la vie politique, je l'ai quittée, puisque vous savez qu'elle était députée, elle ne l'est plus, mais pas forcément pour l'éternité. » Voilà, j'ai dit je pars, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à prouver. Si un jour j'ai le sentiment que je peux être vraiment utile, que j'ai la légitimité pour partir, bon pourquoi pas, je peux referai peut-être des choses. Mais moi je construis des choses. Une fois de plus, je suis incapable de rester indifférente à l'état de mon pays. Mais encore faut-il que pour moi le combat m'apparaisse le plus adéquat et le plus juste au regard de ce que je peux amener tout simplement. Éric Descoutiers, vous êtes surpris par cette cote d'avenir de Marion Maréchal Le Pen ? Oh ben non, elle n'est pas surprise. Il y a une stratégie, moi, que je trouve assez fine. Là, elle a changé de nom. Maintenant, elle a créé le pénisme est fini, c'est le maréchalisme qui est en marche. Je trouve que c'est assez habile. Elle fait le pari qu'Emmanuel Macron va être présent pendant 10 ans, il va achever la déliquescence du jeu politique traditionnel et que sa tante va peu ou prou disparaître du jeu, que le wokisme est aussi condamné et qu'elle va créer un boulevard. Je trouve que c'est assez astucieux. Elle est assez habile dans sa position. Je reviendrai le moment venu. Pour l'instant, je me prépare. Ça, c'est joli, je trouve qu'elle est assez jolie. Ça, c'est amusant. Le jour où j'aurai la légitimité, j'ai des choses à prouver. Je suis encore une enfant, mais quand je reviendrai, je serai une adulte. Alors, nous avons posé la question sur Twitter. Chers internautes, pensez-vous que Marion Maréchal doit revenir dans la vie politique ? Donc, c'est sur le hashtag point de vue. Et vous répondez plutôt non. 62% répondent non et 38% répondent oui. On va voir si les avis de nos invités nous feront changer d'avis sur ce sujet. Lucille Schmid, est-ce que vous trouvez que Marion Maréchal manque à la vie politique française ? Question piège. Moi, je pense c'est pas mon genre. moi, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle devient plus populaire parce qu'elle veut faire de la politique sans être dans un parti politique. Et je pense que dans cet entretien qu'elle a donné, elle explique très bien qu'on peut faire beaucoup de politique en n'étant pas, au fond, contraint à la discipline, à la hiérarchie, etc., et en changeant de nom. Donc, elle fait de la politique en changeant de nom, c'est assez clair. Et d'une certaine façon, elle parie sur l'implosion de la droite, comme Emmanuel Macron a parié sur l'implosion de la gauche. Et d'ailleurs, comme il essaie de parier sur l'implosion de la droite aussi. Mais je pense qu'il y a d'autres acteurs qui parient aussi, donc elle est en train de parier là-dessus. Elle peut tout à fait imaginer, en n'étant plus au Front National, quelque part, à un moment, créer une autre structure avec des gens qui viennent des Républicains, par exemple. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je trouve que cette manière de créer une école dont elle dit qu'elle va concurrencer Sciences Po montre en même temps les grosses ficelles de sa stratégie. Parce qu'au fond, la question qui est posée, et ça lui a été posé d'ailleurs très ouvertement, c'est vous comptez faire une école, mais votre corps professoral, qui ça va être et qu'est-ce que vous allez enseigner ? C'est pas comme faire une école de formation continue pour les cadres politiques de tel ou tel parti. C'est une école de formation initiale. On sort du bac, on va faire un Sciences Po à Lyon, qui sera un Sciences Po antipolitiquement correct, avec des personnes qui sont plutôt affiliées à la droite, très à droite. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Donc je me demande qui vont être les élèves. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va enseigner. Et je pense que la façon dont on traite les choses en disant c'est très habile, c'est peut-être très habile pour continuer à se mettre en scène politiquement sans être dans un parti politique. Mais cette école, elle va être jugée là-dessus. Est-ce qu'elle va réussir à avoir... je ne sais pas, moi, pour trouver un emploi, est-ce qu'il faut faire l'école de Marion Maréchal ? Est-ce que ça va être sérieux ? Sur quoi ça débouche ? Il y a quelque chose autour de ça, moi, qui me dérange, et j'aimerais qu'on regarde concrètement ce qu'il y a derrière. Benjamin Grange. Alors, moi, je me suis intéressé à voir ce que les sympathisants de droite, d'extrême droite plutôt, pensaient des propos de Marion Maréchal. Alors, en synthèse, elle est très attendue. Mais le message global qu'il lui adresse, c'est « ne te presse pas, car ce n'est pas le moment pour revenir ». Ce n'est pas le moment parce que Philippot est parti, parce que Marine doit faire le ménage. Et finalement, il y a les prochaines élections, européennes, et ce n'est pas du tout sûr que ce soit pertinent de revenir à ce moment-là. Donc, tu as le temps. Tu as le temps d'attendre la prochaine présidentielle. C'est ça un peu le message global, mais elle est vue comme le prochain Macron. Enfin, en tout cas, par les sympathisants d'extrême droite. Et c'est vrai qu'après, elle essaye de créer son propre
parcours alternatif, son propre parcours alternatif. Est-ce qu'elle réussira à établir des vrais éléments concrets de preuve avec l'école? Je pense que ça passera aussi par là. Il y a un moment de vérité. Justement, Christophe De Vogue, honnêtement, c'est quand même du grand art, parce que c'est pas faire insulte à l'ICEP, ce nouvel établissement, pour dire que c'est pas encore un établissement supérieur reconnu, et pourtant tout le monde ne parle que de ça, y compris nous d'ailleurs. Eh bien voilà, donc elle a deux choses qui jouent en sa faveur, c'est qu'elle a, n'oublions jamais quand même, elle a cet immense atout du temps, que tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques n'ont plus. Oui, Emmanuel Macron, elle a presque vieux. Oui, non, mais elle en joue, elle a raison. Hein. D'une part, et d'autre part, alors on va voir ce que ça va donner, bien sûr, mais il n'est pas idiot de commencer par les idées. Et là, elle l'a d'ailleurs, je crois, théorisé, elle a lu son Gramsci, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il faut d'abord réarmer idéologiquement et scientifiquement, entre guillemets, on va voir ce que ça va donner, mais réarmer son courant et arriver en quelque sorte par les idées. Elle a une théorie de la reconquête culturelle. Et d'autre part, on n'en a pas parlé, mais quand même, tout ça, c'est sur un contexte de recomposition politique profonde et à long terme, avec des plaques tectoniques. Et les plaques tectoniques, ça ne bouge pas en 30 secondes, d'où l'intérêt d'avoir du temps. Et elle joue évidemment une recomposition de la droite en sa faveur, après un discrédit de Laurent Wauquiez. Et moi, je trouve qu'elle est assez machiavélienne, dans le bon sens du terme, du point de vue technique. C'est-à-dire qu'après tout, si Emmanuel Macron parvient à démolir la droite, mais c'est tout bon pour elle, en un sens, puisqu'elle récupérera toute la partie, on va dire, conservatrice, pour aller vite, de la droite, tandis que la partie européenne, libérale, progressiste, ira vers Emmanuel Macron. Donc, en fait, ils ont en quelque sorte quelques intérêts communs. Cet intérêt commun, c'est de briser l'unité de la droite républicaine actuelle. S'il nous dit elle aurait dû créer un think tank. C'est vrai que ça aurait peut-être été plus simple, d'ailleurs, comme organisme de réflexion. Et puis, Éric Dupouty, il y a quand même ce sujet essentiel, c'est est-ce qu'elle pourra réconcilier ces deux droites, si elle a une ambition nationale, parce que autant sur des sujets comme l'immigration, on s'aperçoit qu'il y a une proximité de plus en plus grande entre le Front National et la droite classique, les Républicains, autant sur des sujets économiques ou sociaux, c'est pas encore du tout le cas. Non, mais ce qui a été dit, moi je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ces deux droites-là, elles ont vocation, des deux partis, à ne pas être réconciliables, à être les mêmes. C'est-à-dire qu'il y aura une partie de la droite, c'est déjà enclenché, qui a déjà rejoint Emmanuel Macron, en tous les cas qui en est tout proche, et il y a la droite, une frange de la droite wauquiésiste, pour caricaturer, et de la droite lepéniste, qui ont des valeurs partagées et qui n'attendent que ça. Ils n'attendent finalement qu'une figure tutélaire qui soit capable de dire « venez à moi ». Et aujourd'hui, c'est ni Marine Le Pen, ni Laurent Wauquiez qui sont sur la situation de le faire. Et en revanche, elle, cette figure neuve, elle est capable de l'incarner. On le voit, on a tous fait des reportages sur le terrain, où on voit que ces deux, les gens qui sont une partie des Républicains et une partie du Front National, sont des gens qui pensent et qui disent la même chose. Ils ont simplement des étiquettes qui sont différentes. Je pense que dans sa stratégie, qui est de disparition du nom et de temps, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, va dans ce sens-là. Et ces droites-là, ces deux franges-là, ont vocation naturellement à se réunir. Oui, moi je voulais juste dire une chose, c'est qu'il faut aussi regarder ce qui se passe au niveau européen. Par exemple, le laboratoire italien est très intéressant parce qu'on voit comment la Ligue, par exemple, qui était la Ligue du Nord, a transformé son image. Et d'ailleurs, c'est un parti qui est assez proche de pas mal d'idées du Front National et d'idées que pourrait porter Marion Maréchal. Notamment sur l'immigration. Notamment sur l'immigration. Et on peut imaginer comme ça une espèce de galaxie avec des acteurs politiques nouveaux qui changent le nom de leur parti, qui se mettent aussi dans une espèce de transnationalité. Ça, je pense que c'est un point très important pour elle. Est-ce qu'elle réussira, par exemple? Elle avait fait sensation lorsqu'elle avait été aux États-Unis et Steve Bannon avait expliqué qu'elle était géniale. Il faut maintenant qu'elle fasse quelque chose au niveau européen. Après, sur la forme de l'école, moi je pense qu'elle prend un risque pour deux raisons. Effectivement, elle aurait dû mieux fait de faire un think tank, ou alors un truc genre école des cadres. Mais en faisant une école de formation initiale sur lequel, franchement, je ne vois pas très bien comment elle va nous faire croire qu'elle est totalement neutre et qu'elle veut juste former des cadres qui vont aller en entreprise, je trouve que là, il y a quelque chose où elle peut se casser la figure. Et la deuxième chose sur la question politique, c'est que je vois bien qu'on lui dit « prends ton temps », etc. Moi, je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a gagné en faisant un blitzkrieg. C'est-à-dire qu'en politique, quelquefois, il faut sentir l'opportunité et y aller. Et prendre son temps, ce n'est pas toujours la meilleure manière, même lorsqu'on est jeune, de gagner. Donc, il y a quelque chose autour de ça qu'il faut analyser. Elle peut tout à fait être en réserve et puis se précipiter au moment où la proie sera là. Un peu d'ailleurs ce qu'a fait Emmanuel Macron. Elle peut démarrer au bon moment. L'essentiel, c'est d'être en bonne position. Et il y a une chose quand même qui est très importante. Vous avez dit le logiciel du Front National. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Marion Maréchal et Marine sont en désaccord profond sur la politique économique.
Et autant, il n'y a pas. C'est là qu'on oublie toujours ça. Enfin, une partie du logiciel. Non, mais, oui, mais c'est quand même très important, la politique économique. Et autant Marine ne peut pas s'allier avec Laurent Wauquiez, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le disent, à cause de ce programme économique, autant elle, qui est plus dans la lignée, on va dire, traditionnelle, plus de la droite conservatrice sur ces questions-là, elle peut tout à fait rallier un électorat de droite autour d'elle. Encore une fois, si Laurent Wauquiez est discrédité, c'est encore une fois à quoi tout le monde s'emploie. Non, mais elle peut concurrencer Valérie Pécresse, tout à fait. Je suis d'accord. Oui. Alors, ça pourrait être la prochaine rivalité. Ça pourrait être la prochaine rivalité à droite. Oui, je pense. Oui, je suis d'accord. on passe à un autre sujet. Édouard Philippe, le Premier ministre, a reçu ce matin les syndicats de la SNCF alors que la grève continue. Et le Premier ministre a annoncé une reprise assez massive de la dette de l'établissement ferroviaire. Écoutez ce qu'il en disait lors du point de presse qui a suivi cette rencontre. La dette qui sera reprise à hauteur de 25 milliards le 1er janvier 2020 et de 10 milliards le 1er janvier 2022 viendra s'ajouter à la dette publique de l'État et elle sera remboursée dans les mêmes conditions. Alors, la question que nous vous posons ce soir, c'est est-ce qu'Édouard Philippe en fait assez? Est-ce que ça suffit pour arrêter la grève? Alors, d'abord sur le premier point, Christophe Devoogd, une fois de plus, c'est nous qui allons payer. Ah ben c'est l'État. Nous, les contribuables. C'est toujours l'État. Vous savez, on avait fait une fois une table ronde sur la SNCF et j'avais été le seul à oser parler du coût de tout ça. C'est quand même une chose très importante. Moi, excusez-moi, je suis un peu basique là-dessus, mais c'est quand même pas rien. 35 milliards plus... 35 milliards au total, plus n'oublions pas quand même que la SNCF a d'autres dettes, mais ça c'est en... Oui, en tout c'est plutôt 45 que 35. En tout c'est plutôt... 54 oui. plutôt. 54, oh là, c'est l'inflation. C'est 54 actuellement. Ouais. Et ça dérive tous les ans. Hein. C'est quand même 3 milliards de plus chaque année. Bon, moi je reste quand même à cette chose-là, et l'État, ça n'existe pas. C'est la grande illusion, vous savez, comme disait Bastia, au nom de laquelle tout le monde vit aux dépens de tout le monde. C'est-à-dire que c'est quand même, ça se rajoute à la dette publique, ça pose des problèmes sur la trajectoire des finances publiques françaises. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, le Premier ministre avait été très vague là-dessus, parce qu'il y avait Bruxelles, parce qu'il y avait Bercy. Maintenant, il a phasé ça à un moment donné où ça devrait coller pour rester dans les 3%, on est bien d'accord. Et cela dit, les Français vont peut-être réaliser un jour que c'est tout de même, à la fin des fins, le contribuable français qui paye. Éric de Coutty, au moins après ça, on peut espérer que la grève s'arrête, non? Oui, moi je trouve qu'il y a une stratégie quand même de la part du gouvernement, parce que ça fait longtemps qu'on sait que l'État va l'État, comme vous l'avez dit, que la dette va être reprise. Parce que Emmanuel Macron l'a dit lors de son intervention, lors du fameux débat avec Plenel et Bourdin. Donc c'est dans les tuyaux. Donc aujourd'hui, il y a un effet de fausse surprise. Un effet de fausse surprise. Je trouve assez habile de la part d'Édouard Philippe aussi de dire en sous-main attention parce que c'est quand même les contribuables qui vont payer. Ça, c'est la charge de l'ensemble des citoyens. Et grosso modo, maintenant, les syndicats, vous arrêtez la grève. Et d'ailleurs, on les a vus un peu gênés derrière les commentaires qui sont assez stupéfiants de dire mais il ne s'est rien passé aujourd'hui, alors que c'est ce qu'ils demandaient depuis des mois. Donc on va avoir du mal à comprendre. Il y a deux choses. Il y a d'une part, cette dette, il va falloir la payer. Ça représente, je crois qu'il y a eu un calcul, ça fait 900 €, je crois, par foyer fiscal, la charge. C'est pas rien. Et ensuite, on va avoir du mal à comprendre, il va falloir que les syndicats nous expliquent en quoi est-ce que la grève se justifie aujourd'hui, la poursuite de la grève se justifie. Donc je trouve que dans cette attitude un peu, je ne sais pas si elle est machiavélique, mais en tous les cas, la dette, on savait qu'il la reprendrait, elle avait été annoncée, il l'annonce aujourd'hui, et on ne voit pas comment les syndicats vont pouvoir reprendre, dans quelle situation ils vont pouvoir, eux, sortir. Lucille Schmid, il faut savoir terminer une grève? Il faut savoir terminer une grève, mais je ne suis pas sûre que les raisons de faire grève aient disparu parce qu'Édouard Philippe a dit que l'État... Alors moi, je voulais quand même dire que l'État existe. Pour moi, en revanche, c'est clair que c'est le contribuable qui va payer. Et d'ailleurs, Édouard Philippe a fait un clin d'œil aux contribuables en disant « Vous vous rendez compte, vous allez payer, nous paierons tous ensemble. » Donc effectivement, c'est habile. Après, il faut peut-être expliquer en quoi consiste cette dette. Parce que quand on emploie le terme de dette, on a l'impression qu'au fond, c'est comme si la SNCF avait vécu à crédit de manière dispendieuse. C'est une dette, en fait, c'est Réseau Ferré de France. Et c'est la construction de lignes TGV qui sont effectivement déficitaires parce qu'on avait imaginé qu'elles seraient beaucoup plus bénéficiaires. Donc c'est de l'investissement. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait qu'il y a une différence entre une dette qui implique un investissement sur le fait d'organiser un aménagement du territoire en France et une dette consistant, je ne sais pas moi, à vivre complètement à crédit
crédit pour un ménage. Donc, ce n'est pas la dette au sens où peut-être on l'entend d'une manière péjorative. La deuxième chose que je voulais dire, c'est quand même que les cheminots ne sont pas responsables de la dette. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit et redit, mais moi je tiens, je ne suis pas le porte-parole des cheminots sur ce plateau, mais c'est... Vous pourriez, si je pourrais, au fond, volonté. je pourrais tout à fait. Ce qui a décidé de construire ces lignes, qui sont déficitaires, et donc il y a 45 milliards sur Réseau Ferré de France, c'est quand même l'État, c'est le management de la SNCF, ce n'est pas les cheminots. Donc, au fond, les raisons de faire grève, est-ce qu'elles existent toujours ? Moi, je regrette une chose, c'est que les raisons de faire grève n'aient pas été autour d'une vraie réforme de la SNCF, sur le fret, sur le fait que c'est un moyen de transport extrêmement écologique, etc. Et je voudrais quand même dire aussi une deuxième chose, c'est qu'en France, le contribuable paie les routes, les départementales, les routes municipales, etc., mais il n'en est pas conscient. Il se trouve que là, il va être conscient du fait qu'il va payer les voies ferrées, et c'est peut-être une bonne chose si à partir de là, on s'interroge sur quel est le mode de transport qu'on veut demain, est-ce qu'on veut moins de voitures, est-ce qu'on veut plus de chemin de fer, et est-ce qu'on veut que le chemin de fer fonctionne. Et pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui dette ? Parce que pendant des années, on n'a pas en fait financé les transports du quotidien, ça a été dit d'ailleurs par Valérie Pécresse, on n'a pas maintenu au fond nos voies ferrées, et on est devant un système qui aujourd'hui est mal maintenu, notamment sur les petites voies. Merci, Lucie un choix Schmitt, politique et non pas un choix des cheminots. Voilà, Oui. je vous donne le point de vue de nos internautes. Marc nous dit si la SNCF n'est pas réformée en profondeur, rien ne changera. Il y aura toujours autant de dettes. John Sacha qui nous dit le gouvernement empoche et les Français payent encore et encore. Quant à Franck, il nous dit, mais comment est-ce que comme je vais participer à la dette de la SNCF, je vais pouvoir voyager gratuitement ? Il rajoute un point d'interrogation. Je crains, cher Franck, que la réponse ne soit pas forcément celle que vous espérez. Benjamin Grange, on a interviewé par sondage les Français, donc là, c'est un sondage, sur le conflit. Alors, c'était avant l'annonce du Premier ministre, mais on voit que les Français sont assez majoritairement, et ce n'est pas la première fois, en faveur de cette réforme quand même. Ça fait des mois, enfin des semaines et des semaines qu'on pose à peu près toujours la même question et on a toujours la même réponse. C'est-à-dire que pour les Français, globalement, c'est pas tellement justifié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là avec cette annonce d'Édouard Philippe ? Moi, je l'ai trouvé assez adroit pour deux choses. D'abord, parce que enfin, il fait comprendre aux Français quel est l'objet de la réforme. Parce que depuis plusieurs semaines, on parlait de la privatisation, on parlait du statut des cheminots, etc. On finissait par perdre de vue quelle était la finalité. Donc on avait une grève finalement de moyens et en ayant perdu un peu le sens. Et donc là, on a replacé le sens, alors c'est en tout cas la manière dont il l'a écrit, sur cette dimension de dette. La deuxième chose, et là-dessus, il a pris un petit risque, c'est qu'il a eu un discours de vérité. Le discours de vérité qui est de dire, ben voilà, ça va coûter tant, ça va s'ajouter à la dette du pays. Finalement, c'est vous, Français, qui allez payer cette logique-là. Et cette logique de vérité, elle est là pour déclencher de l'émotion chez les Français. Donc on continue à se placer sur la dimension de l'opinion publique pour essayer d'armer les Français, je dirais tout à fait en ligne avec le sondage que l'on a fait, contre finalement les cheminots. Est-ce que ça va marcher ? On le saura évidemment à partir de demain avec la nouvelle mobilisation. Mais en tout cas, c'est assez rare d'arriver à dire, voilà, enfin, tout dire sur un sujet. Dernier petit point de bémol, c'est que pour ça, il faut quand même. Le petit argument de trop, c'est peut-être on a laissé faire ça depuis des années et c'est la faute des autres. Bon, en fait, tout le monde est comptable de ce sujet-là. On n'a simplement pas voulu le voir, alors que le compteur du taxi, enfin, comment dire, du train tournait quasiment dans le vide. Donc, bon, attention à ne pas aller trop loin. Je peux dire un petit mot ? Non, parce que je voudrais, sur cette question, là, je crois que c'est tout à fait illustratif justement de l'illusion. Il ne s'agit pas de parler de responsabilité, etc., mais il s'agit de voir que la gestion de la SNCF, ses coûts, notamment de personnel, explique aussi un déficit dont on ne parle jamais, qui est un déficit annuel. Et c'est là le côté illusoire d'intervention de l'État. Chaque année, l'État donne 3 milliards d'euros à la SNCF. Donc, ça, c'est pour le social. Oui, pour le social. Donc, c'est 3 milliards d'euros. Je suis désolé. Donc, ça, oui, mais ça, c'est...
Vous ne les comptez jamais. C'est quand même extraordinaire. On dit la SNCF est en excédent, en bénéfice. On ne compte jamais cet argent. Et c'est là le tour de passe-passe entre la poche de l'État et la poche de la SNCF, puisqu'actuellement les comptes sont fusionnés, puisque la SNCF, c'est finalement un démembrement de l'État actuellement. Et on n'a donc jamais l'épreuve de vérité, comme vous disiez. C'est-à-dire que ces 3 milliards, chaque année, normalement, dans toute entreprise, devraient assurer un déficit. C'est un déficit d'exploitation qui n'a rien à voir avec le TGV. Donc, soyons... Justement, ne tombons pas dans l'illusion. Deuxième chose, moi je crois que non seulement c'est la vérité, là où c'est habile de la part d'Édouard Philippe, c'est que ça vient à un moment important, en fait, pour faire sauver la face des syndicats dits réformistes, qui pourront dire on a obtenu ça, alors que Édouard Philippe était très vague au début. Vous vous souvenez quand il disait peut-être bien qu'on va reprendre on va peut-être prendre la dette, mais on voyait bien qu'il se gardait ça comme une poire pour la soif dans la négociation, et pour permettre à l'UNSA et à la CFDT de décrocher de la grève, sans perdre la face qui, vous savez, est fondamentale dans un conflit de la SNCF. L'UNSA qui a d'ailleurs donné le temps en disant que là, les conditions de sortie de grève commençaient à être réunies. Voilà. Le problème, c'est qu'ils sont minoritaires. C'est la CGT qui tient la maison quand même. L'UNSA est deuxième. L'UNSA est deuxième, oui. Ouais. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je regrette justement que les syndicats n'aient pas réussi... parce qu'au fond, on est dans une situation de déficit profond des corps intermédiaires, et aujourd'hui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont quand même assez seuls. Et d'ailleurs, ça peut s'expliquer. Il y a des tas de sondages qui montrent qu'aujourd'hui, il y a une déception par rapport à Emmanuel Macron, qu'il est affaibli par rapport à l'opinion publique. Et donc, ils ont certes bien joué en disjoignant le front syndical, c'est-à-dire tactiquement. Mais la question qui devrait se poser à un moment ou à un autre, c'est est-ce qu'on peut ridiculiser, parce que là, il y a un truc, effectivement, les syndicats eux-mêmes n'ont pas réussi à montrer, au fond, qu'ils portaient une vision d'une autre SNCF, alors qu'il y avait un projet alternatif à défendre, avec le fret, avec un mode de transport plus écologique, et ils se sont repliés sur des avantages assez corporatistes, sur l'idée, par exemple, du transfert des personnels au moment de la concurrence, ou des choses qui ne parlent pas à l'opinion publique. Et donc, on se retrouve dans cette situation en fin de grève, où on a moins de corps intermédiaires qu'avant, alors même qu'on a Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui sont au fond les deux seules personnalités connues, politiques connues au pouvoir aujourd'hui des Français. Moi, je pense que c'est une situation qui peut être une victoire à la Pyrrhus, parce que si on regarde les choses un an plus tard, si on se projette, l'absence de démocratie sociale est vraiment un problème qui est devant nous, et ça peut affaiblir un jour ou l'autre. Emmanuel Macron n'est pas De Gaulle qui veut. Je suis d'accord. Moi, je voudrais simplement dire un mot par rapport au langage de vérité. Ça va être très, très court. Langage de vérité, on pourrait mettre simplement un bémol, parce que quand il y a le Premier ministre et ses services qui disent juste après la conférence de presse, ça ne coûtera rien aux Français, il n'y aura pas d'impôt, je trouve que le langage de vérité, il trouve ses limites quand même, parce qu'on sait très bien, même s'il n'y a pas d'impôt nouveau, eh bien, ça va être payé sur un budget, le budget de la justice, où il y aura de toute façon... Il y aura des taxes. C'est toujours le même impôt. Sauf que, oui, voilà, sauf que ce qui est vrai, c'est que, comme en France, l'État ne rembourse jamais la dette, c'est vrai que du coup, ça coûte un peu moins cher, puisque la dette, en fait, on la rééchelonne indéfiniment, mais il faut quand même payer les intérêts, et ça, ce sont les contribuables qui payent. Comme toujours, le dernier mot revient à nos internautes. Marie qui nous dit « Je vais devoir payer pour cette dette », alors que la SNCF va supprimer la ligne Abbeville-Le Tréport. Et Pascal Le qui nous dit « La classe moyenne prend trop, avec ce gouvernement, on en a marre ». C'est intéressant, c'est un autre sujet, mais effectivement, c'est encore une pierre peut-être ajoutée à l'édifice. Pendant ce temps, le président de la République, Emmanuel Macron, est en Russie, à Saint-Pétersbourg pour être précis. Il a rencontré longuement Vladimir Poutine. On sait qu'il y a des points d'accord entre la France et la Russie, par exemple sur la nécessité de maintenir l'accord avec l'Iran sur le moratoire nucléaire. Il y a aussi des points de désaccord, puisque la France a contribué au bombardement des installations militaires de Bachar el-Assad, l'allié de Vladimir Poutine. Alors Macron, est-ce qu'il est à la hauteur ? On va d'abord l'écouter, lui. Voilà ce qu'il disait hier à l'issue de sa rencontre avec le président russe. J'attends de la Russie qu'elle respecte elle aussi nos intérêts, notre souveraineté, celle de nos partenaires européens avec lesquels notre solidarité sera toujours sans faille. Et de cela aussi, nous avons parlé. Je pense que nous pouvons collectivement cheminer. Alors, tout ça est du langage diplomatique, comme on peut l'imaginer. On avait envie de vous faire entendre aussi cet échange, c'est assez rapide, mais c'est pas inintéressant, entre deux confrères éminents, Alain Duhamel et Éric Zemmour. Ça se passe sur RTL ce matin. Et en gros, Zemmour dit Macron voyage, il parle, mais en fait, tout le monde s'en fout. Regardez. Sur le fait, vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas de résultat. Donc il parle, voilà, il est sympa, il est intelligent. J'ai dit, moi, non, je n'ai pas dit ça. C'est donc par étapes. J'ai dit que c'est trop tôt pour parler de résultats en moins d'un an. Mais dans 5 ans, vous direz aussi c'est trop tôt, il faut encore 5 ans. Et puis dans 10 ans, vous direz il fait trop tôt. Christophe Devock, il parle, mais il ne se passe pas grand-chose. Écoutez, on ne peut pas non plus lui reprocher tout et son contraire. C'est la diplomatie. La diplomatie, c'est pas facile, parce que là, vous avez affaire à plus redoutable que la CGT, encore. D'autre part,
quel est le poids de la France? Comment peser sur la Russie? Poutine, qui connaît bien ses classiques, a combien de divisions? Vous savez ce que disait un des tsars antérieurs. Donc, je crois qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ce qui n'est pas facile. Moi, ce que je constate, c'est que ce qui est très embêtant, et là, c'est là qu'on voit que Trump joue un jeu non seulement dangereux, comme on dit partout, mais surtout peut-être maladroit, c'est que les Iraniens on profite de ça, notamment Khamenei, vous savez, l'ayatollah suprême, qui en profite pour dire, finalement, moi, vous savez, je repose des conditions, je demande aux Français de ne pas ouvrir d'autres négociations. Il l'a dit, il a envoyé un niet à Macron en disant il n'y aura pas de négociations sur d'autres sujets, notamment les missiles balistiques. Il l'a dit clairement. Et il a dit, et je demande en plus aux Français et aux Allemands, etc., si nous avons des pertes dues à l'embargo américain, de les compenser. Donc, vous voyez, en fait, on fragilise évidemment Rouhani, et je crois que la situation va devenir très difficile à cause de la configuration intérieure iranienne. Je pense que là, Emmanuel Macron fait ce qu'il peut, mais avec ce qu'il a. Ouais, c'est compliqué. Nous avons posé la question, selon vous, Emmanuel Macron a-t-il été à la hauteur des enjeux internationaux lors de son dialogue avec Vladimir Poutine? C'est assez partagé. Non 55%, oui 45%. Benjamin Grange, qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Défendez-vous le président de la République? Est-ce que c'est vrai, il fait de son mieux et on ne peut pas lui demander beaucoup? Que l'image en fait, du président de la République relève d'un vrai paradoxe. Parce que autant quand on interroge tous les étrangers, enfin en tout cas les gens hors de France, eh bien, il a une excellente image sur son action, sur la manière dont il l'amène. Autant quand on pose la question aux Français de l'action d'Emmanuel Macron, en tout cas l'action diplomatique, là ils sont beaucoup plus critiques. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont même assez négatifs parce que suite à la conférence de presse, il y a presque 28% des conversations qui sont plutôt négatives à l'encontre d'Emmanuel Macron. Alors, quel est le message global? C'est à quoi ça sert? En fait, à quoi ça sert de rester dans une diplomatie de l'image où on finit par commenter une poignée de main et rien obtenir de plus? On a déjà eu le sujet quand le président est allé aux États-Unis. Là, on a encore le sujet par rapport à la Russie. Et donc, la question que posent les Français, c'est pourquoi aller faire des voyages diplomatiques quand on est certain de ne rien, de revenir avec rien, de n'avoir aucun résultat parce qu'on pèse beaucoup moins dans le rapport de force. Et ce qui demande de plus en plus, c'est une espèce de diplomatie du résultat à court terme. Là encore, très grand paradoxe. Mais en tout cas, de plus avoir des vrais résultats. C'est ça globalement. Et sinon, mieux vaut s'abstenir. Éric Licoty, je vous repose cette excellente question. À quoi ça sert? Je pense que, pour prolonger ce que vous dites, l'image des Français et de la diplomatie Macron, c'est aussi la conséquence de ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques semaines. Voilà. Parce qu'il s'est passé où on a eu une diplomatie de l'image extrêmement poussée, où on a eu l'impression c'était les pellicules sur la veste qui tombaient, ils s'embrassaient, et que juste après, le résultat, c'était le contraire, justement. Il n'y avait pas de résultat, c'était le résultat contraire de celui obtenu. Donc, c'est parce que la visite d'Emmanuel Macron, contrairement à ce que disait Moury, il parle, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Qu'est-ce que deux chefs d'État qui vont se rencontrer? Ils vont parler, ils vont échanger. Ça me semble assez normal. En revanche, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont parlé, ils se sont embrassés, mais en revanche, les résultats derrière n'ont pas suivi. Et c'est ça, il portera ce fardeau-là, sans doute, pendant longtemps, et pas seulement à Moscou, dans les autres voyages à venir et dans la suite de la diplomatie. Et un autre Éric, cette fois sur les réseaux sociaux, résume très bien ce que vous venez de dire. Macron échoue avec Trump, puis avec Poutine. Du bruit, mais peu de résultats au final. François Hollande avait ses ennemis et amis, au moins c'était clair. Lucille Schmid, avez-vous envie de défendre le président de la République? Oui, tout à fait. Je pense que j'ai une vocation minoritaire aujourd'hui sur le plateau. Moi, j'ai déjà été au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Je le connais, j'y ai été professionnellement. Et je veux dire une chose, c'est que d'abord, c'est un contexte particulier. C'est quand même un forum économique. Ce sont les grandes entreprises. Le pavillon Mercedes, le pavillon BMW était énorme. C'est comme ça que ça. C'est pas un lieu diplomatique. Et en choisissant d'aller parler à Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, pas à Moscou, dans un moment qui n'est pas stricto sensu diplomatique, je pense qu'Emmanuel Macron joue bien. Et la deuxième chose, c'est qu'il prend en considération le fait qu'aujourd'hui, la Russie est redevenue un acteur majeur des relations internationales. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, parce que ça a été dit et redit. Vladimir Poutine, en intervenant en Syrie, en soutenant le régime de Bachar al-Assad, il renoue avec un interventionnisme qui était arrêté depuis l'Afghanistan. Donc ensuite, je rappelle que Benyamin Netanyahou considère maintenant que Vladimir Poutine est sans doute la personne qui peut être le point de stabilité au Moyen-Orient, alors que Donald Trump s'est complètement discrédité en mettant son ambassade à Jérusalem. Donc on est dans une situation où Vladimir Poutine
au Conseil de sécurité, c'est quelque chose d'essentiel. Et je pense que là-dessus, Emmanuel Macron a complètement raison de faire une politique de la main tendue. Il l'avait reçu à Versailles, là ils sont à Saint-Pétersbourg, qui est une sorte de méga Versailles russe. Il y a une espèce de clin d'œil. Et je trouve que ce n'est pas du tout la même chose qu'avec Trump, où il a surjoué la théâtralité, il a fait quelque chose, à mon avis, il a échoué parce qu'il a été trop sympa. Là, il y a une espèce de distance entre les deux. Et il me semble qu'il peut apparaître comme quelqu'un qui comprend la Russie, alors même que la Russie a le sentiment d'être un acteur incompris par rapport à l'Union européenne et cherche toujours quelqu'un qui explique la Russie à l'ensemble des Européens. Le principal partenaire, c'est quand même Angela Merkel, ça reste l'Allemagne sur le plan économique. Mais si Emmanuel Macron démontre que culturellement, il y a quelque chose qui peut se nouer, je pense que ce sera une réussite et je prends le pari devant vous que c'était un déplacement utile. Il y a un détail sur la main tendue dont vous parliez, c'est passé relativement inaperçu, c'est le voyage que Macron a promis de faire à Vladimir Poutine pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui est extrêmement importante par définition, y compris en Russie, et aucun chef d'État n'a prévu de venir. Il est le premier à avoir dit, et ça a du poids, y compris dans l'opinion. À condition, a-t-il dit, sauf erreur de ma part, que la France accède au quart de finale, ce que naturellement nous souhaitons tous, et même qu'elle aille beaucoup plus loin. Et sur ce point de consensus, cette émission peut s'arrêter. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous et on se retrouve lundi, même heure, même endroit.